Bonjour. Alors, en route pour le deuxième cours de littérature de l'extrême contemporain, comme c'est écrit dans la brochure. En fait, ça signifie les littératures contemporaines d'aujourd'hui et vous vous êtes peut-être surprise de voir apparaître à l'écran un extrait d'un bouquin du 19e siècle intitulé Jérôme Patureau à la recherche d'une condition sociale, un roman d'un certain Louis Raybaud qui a eu un succès absolument fou au 19e siècle. Donc ça peut paraître assez étonnant, mais c'est quelque chose dont on va parler afin de démarrer sur la thématique qui nous intéresse, la littérature d'aujourd'hui. Alors, Jérôme Patureau cherche une condition sociale. Il essaie tous les métiers, de bonnetier à journaliste et de journaliste à feuilletoniste. Qu'est-ce que c'est que le feuilletoniste? C'est celui qui écrit ces feuilletons qu'on trouve en bas de page hein, dans les journaux et qui plaisent, dit-on, aux servantes et aux cuisinières. Donc, vous voyez, un public féminin, méprisé. Enfin, vous voyez comment s'organise un petit peu la question du genre, hein, comment le roman n'est pas du tout un genre très, très valorisé à l'époque. Et Jérôme Patureau devient feuilletoniste et naturellement, bon, le bouquin, vous avez compris, c'est une parodie et le voilà qui discute avec son rédacteur en chef et le rédacteur en chef lui donne des consignes sur ce que doit être le bon feuilletoniste. Donc, si je vous parle de ce contexte dans le cadre d'un cours sur la littérature contemporaine, vous ne pouvez qu'être surprise. En effet, ça peut paraître étrange, on ne parle pas du tout de contemporain là. Mais rappelez-vous l'histoire de Huysmans et de Zola. Zola, finalement, quand on y pense, c'est un écrivain populaire, hein, et même chose avec Alexandre Dumas. Alors ces deux-là sont entrés dans le panthéon canonique, des mâles blancs morts, blancs pas si blancs que ça, hein, en ce qui concerne, Alexandre Dumas et du coup, il a été blanchi, hein, un peu comme, Beethoven. Il y a vraiment une espèce de paradigme du mâle blanc, qui est tellement fort dans l'idéologie que même si les gens ne sont pas blancs, on les blanchit de force, hein. Tout ça est très, très sympathique comme vous le voyez. Alors donc, je vous parle du coup de ce Zola, qui n'était pas du tout apprécié par Huysmans qui le traitait de littérateur de latrine, hein, vous voyez, le genre d'accusation qui était portée contre la littérature populaire et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'à cause de ce grand clivage entre la littérature populaire et la littérature, disons savante, très, très bien représentée par Huysmans, l'auteur de À rebours, hein, que vous connaissez toutes, hein, que vous avez certainement étudié par ailleurs. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi et on y reviendra un petit peu. Mais disons que À rebours, c'est un roman complexe et raffiné, écrit avec une langue extrêmement riche pour un public capable de comprendre beaucoup de choses, d'un niveau élevé et à connotation masculine très forte, alors que le roman s'est lié aux journaux qu'on vendait alors à une somme dérisoire d'un sou. Ces journaux, c'était du papier imprimé, disons au kilomètre, hein, puisqu'il y avait des nouvelles technologies qui permettaient d'imprimer les feuilles disons les unes après les autres, ça a été un très enfin, disons le succès du 19e siècle en matière d'édition, c'est aussi le succès du journalisme et c'est lié à des découvertes techniques, à la capacité, d'imprimer de façon continue, d'imprimer énormément d'exemplaires, des techniques également de gravure, qui ont permis de faire énormément d'exemplaires de livres, de les illustrer, enfin, tout ça, c'est des éléments très importants dans la constitution du roman comme genre très, très à la mode à l'époque. Alors, c'est vrai que pour vous, on est parti de ce paradoxe hein, la dernière fois. Pour vous, le roman, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Enfin, on n'imagine pas presque une autre forme de littérature. Enfin, disons que le roman occupe une place énorme dans la représentation qu'on se fait aujourd'hui de la littérature. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Il faut bien voir qu'au 19e siècle, ce n'est pas du tout le cas et notamment le roman populaire, comme celui de Zola, est extrêmement méprisé, agressé. On a un peu oublié peut-être aujourd'hui toutes ces polémiques, mais elles n'en ont pas moins eu lieu et ça a été, disons, comme une faille, hein, créée à l'intérieur, d'un système littéraire. D'un côté, la littérature savante, la littérature pour hommes, cultivés et de l'autre, la littérature pour femmes, exerçant des petits métiers. Vous voyez un peu
la discontinuité et lisant ce feuilleton en bas de page qui était à chaque fois un roman relancé. Disons relancé, alors ça c'est l'exemple qu'on a sous les yeux. Par relancé, je veux dire que on créait à la fin du tout petit épisode qu'on écrivait un système de relance. Et donc, c'est l'idée du feuilleton qui est encore extrêmement forte aujourd'hui. Pensez à l'importance des séries, de la façon dont on finit hein, certaines, je pense, des séries dites télévisées, même s'il n'y a plus de télévision ou presque, des séries vidéo, on ne sait pas comment les appeler, enfin les séries, ce qu'on appelle les séries, vous avez des effets de relance à la fin de chaque saison quand il est prévu une saison supplémentaire. Et puis on a cet effet de littérature longue, cet effet de feuilleton véritablement, enfin avec des rebondissements, etc. Alors on va revenir sur la, disons la genèse de la littérature longue. Il faut remonter à Honoré d'Urfé au XVIIe siècle, mais pas seulement. Il n'y a pas qu'Honoré d'Urfé, il y a aussi le grand Cyrus, qui a été un roman extraordinaire par Madeleine de Scudéry. C'était des romans qui avaient comme caractéristique d'être extrêmement longs, et, enfin des romans fleuves, hein, comme on dit. Je crois qu'on en est à 36 000 pages hein, pour l'Astrée d'Honoré d'Urfé, et ça doit être à peu près similaire pour le Grand Cyrus de Madeleine de Scudéry. Bref, de quoi s'agit-il? D'une narration basée sur une sorte de mouvement interne avec sans arrêt des suspens, des situations conflictuelles. Ça monte, ça descend. Et ça fait un peu l'effet, disons, de certaines séries aujourd'hui où on a l'impression que le temps de la série est tellement long que tout va finir par arriver. C'est-à-dire, ils vont divorcer, ils vont se marier, ils vont se retrouver, ils vont se séparer. Enfin, on a l'impression que c'est pas comme dans une narration où, par exemple, ils divorcent et c'est le début de la narration, mettons, où c'est un climax de la narration, un climax, vous voyez, un moment fort avec une connotation sexuelle hein, pour le mot climax, mais le moment, c'est un mot qui est assez employé néanmoins de façon courante. Donc, quelque chose de une sorte de pointe, quelque chose de très, très, oui, c'est ça, un moment fort qui constitue la narration comme une narration relativement courte et structurée autour d'un événement. Or, dans les séries, comme dans celles dont je vous parle, alors, les séries aujourd'hui en vidéo, comme les séries de l'époque qui étaient imprimées, écrites, voilà, c'était sous forme de roman, dans un cas comme dans l'autre, hein, c'est la forme narrative hein, qui prévaut dans les deux cas. Disons que dans ces séries, vous avez toujours l'impression d'une sorte de flux où tout et son contraire finit par arriver parce que le temps est infini, en quelque sorte, enfin, ou très très long du moins. Donc ça, c'est une première caractéristique, disons, de ce genre de narration. Alors, je laisse tomber ce XVIIe siècle originel autour de la notion de narration longue, qui a été donc extrêmement importante à l'époque et qui continue à l'être aujourd'hui à travers d'autres formes comme les sagas, les séries. Alors les sagas, pensez, je sais pas, par exemple Robin Hood avec ses sagas de 11, 12, 13, 15 tomes, où là aussi, on a l'impression que le jeu des personnages crée des situations qui sont sans cesse fluctuantes. Il arrive une chose et son contraire. On a ce genre de narration particulière, typique de la narration longue à toutes les époques, que ce soit aujourd'hui en roman, en série ou jadis à l'époque dont je vous parle. Alors j'ai un peu perdu mon fil qui était de parler du 19e siècle, donc j'y reviens. Le 19e siècle, Zola contre Huysmans, Huysmans, littérature noble et savante, et Zola, littérature populaire, adorée et méprisée à la fois, et mettant d'ailleurs en scène des personnes du peuple. Hein. Pensez à Gervaise buvant ses litrons, à Coupeau tombant de son toit, la bête humaine, Nana avec sa belle robe, quoi encore? Nana comme incarnation de la mouche
amer du Second Empire, ce qui est immonde, hein. C'est sexiste, hein. C'est pas si sympa que ça, hein, Zola, quand on y pense. Mais enfin, le style de succès qu'a eu Zola est typiquement un succès populaire, par opposition à cette littérature qui se veut noble et savante et que, dans mon discours ici, je représente par Huysmans. Alors, il importe de comprendre le mécanisme du roman et de son essor au XIXe siècle avant d'aborder la situation d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, et je vous dirai à la fin de ce discours d'aujourd'hui comment je compte faire et comment vous-même, vous allez pouvoir faire des interventions éventuelles. Je vous en parle tout à l'heure. Donc là, je continue avec Jérôme Patureau. Quelle situation est évoquée dans l'extrait que je vous fais lire? C'est une situation de suspense, de rebondissement qui correspond tout à fait au désir qu'on a alors de ce que c'est qu'un bon roman, un roman populaire. Donc l'essor du roman, il vient du peuple, il vient des femmes et il vient de l'idée que ce qui est important, c'est d'être complètement pris dans l'histoire ou prise dans l'histoire et du coup, d'être absolument passionné par la narration elle-même et pas forcément par le style, la poésie, l'écriture, etc. Il s'agit d'autre chose, hein. Il s'agit de commencer à être absorbé dans l'histoire. Alors, Jérôme Patureau, ici, cette, cette, cette parodie reflète très clairement des situations réelles de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Il y a des Eugène Sue qui écrivent des romans fleuves aussi. À un moment, il y a une phrase célèbre dans d'un des romans des Mystères de Paris, qui est une espèce de série infinie, là aussi, de romans. Dans les Mystères de Paris, c'est comment dire, sa main devint froide comme celle d'un serpent. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'assez célèbre pour désigner le fait que l'écriture n'est pas, comment dire, parfaite d'un point de vue syntaxique, qu'il y a des choses un peu ridicules. Évidemment, les serpents n'ont pas de main. Vous voyez, on est en présence de quelque chose d'assez décroché en matière de comparaison, une métaphore. Alors, du coup, tous ces éléments-là, c'est pas important. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est les histoires elles-mêmes, qui ont d'ailleurs au XIXe siècle un certain look, si j'ose dire. Par exemple, l'histoire de la porteuse de pain, c'est la pauvre fille frappée par la vie, complètement réduite à néant, qui est courageuse, qui porte du pain à tout le monde. Enfin, vous voyez, le symbolisme du pain, la distribution du pain, comment dire, pauvre mais honnête. Enfin, on a tout un tas de poncifs qui apparaissent ici. Et naturellement, un horrible bonhomme l'emploie et essaie de la détruire, de la violer, de la réduire à néant, etc. Donc, la lectorice enfin, les lectorices ont une espèce d'indignation. C'est des romans qui suscitent le cœur qui bat à l'indignation. Mais quelle horreur, pauvre fille, quelle injustice, quelle injustice. La veuve et l'orphelin, le drame. Enfin, vous voyez le genre de choses qui, naturellement, font vomir les érudits de l'époque, qui semblent très, très supérieurs à tout ça. Alors, l'histoire de Jérôme Patureau, une parodie très clairement centrée sur un domaine. Et ça, je vais vous poser la question. Je vais vous poser ainsi, je vais faire quelques cours et vous poser une dizaine de questions qui constitueront, je vous l'ai dit déjà, je crois, un premier exercice, hein, pour la notation. Le second, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, il faut vous avertir que la scène se passe dans un château mystérieux. C'est très nouveau comme effet. Il est évident que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas très nouveau. Là, on est en pleine ironie. Et la question que je vous pose, quelle est la référence ici de ce château mystérieux, de cet étel gide qui se mire dans une glace? De quel contexte s'agit-il en matière de littérature? Ça correspond à un type de littérature adoré à la fin du XVIIIe siècle et qui a eu un succès fou en termes de littérature contemporaine de l'époque, hein, bien sûr.
et notamment à certaines romancières et romanciers qui ont pratiqué ce style où il est question de château mystérieux et naturellement plaisanterie, c'est très nouveau comme effet. Non, ben, ça ne l'est pas du tout, évidemment. Donc, je vous demande comme question de me dire de quoi il s'agit au point de vue mouvement littéraire, ce qui se passe comme ça dans un château mystérieux avec des filles comme cette fameuse Ételgide au nom volontairement ridicule qui est enfermée en quelque sorte dans le château et qui subit des frayeurs terribles. Alors, Ételgide, après que sa suivante l'eut débarrassée de ses atours, se mira pendant quelque temps dans une glace. Elle repassait dans sa mémoire les paroles qui étaient échappées à Alfred dans la scène du bosquet. On ne sait pas ce que c'est que cette scène du bosquet, mais peu à peu pourtant, ce souvenir s'effaça pour faire place à d'autres pensées. Elle regarda autour d'elle et ne put retenir son effroi à l'aspect d'une tapisserie sombre sur laquelle était cloué un grand Christ en ivoire. Ouh, ça fait peur! Il lui sembla que dans le silence de la nuit, un gémissement sourd se faisait entendre et que des cliquetis de chaînes partaient de la pièce voisine. La clarté des bougies devint tout à coup vacillante, sans qu'on eût pu deviner quelle était la cause de cette agitation. Ételgide, épouvantée, se jeta sur son lit et chercha à se faire un rempart de ses rideaux. Mais quel fut son effroi quand elle vit sortir des parois du mur qui faisaient face à sa couche un bras nu et une main livide, tenant par les cheveux une tête sanglante et défigurée. Quelle était cette main? Trois points d'exclamation. Quelle était cette tête? Trois points d'exclamation. Entre parenthèses, la suite à un prochain numéro. Donc, voilà monsieur, reprit le rédacteur en chef, ce que j'appelle arrêter un feuilleton. C'est-à-dire, sur 2 millions de lecteurs, il n'en est pas un seul qui ne voudra savoir ce que c'est que cette tête, si, et voilà. Donc, alors, en fait, donc, vous avez compris la situation. Patureau qui cherche désespérément une position sociale et sait tous les métiers. Et quand il veut devenir feuilletoniste, il se fait remonter les bretelles par ce rédacteur en chef qui lui dit, mais voilà ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait cette atmosphère de terreur qui correspond, vous allez me le dire, à un mouvement littéraire tout à fait précis, avec cette clarté des bougies qui s'agitent, la fille épouvantée, l'effroi et tout d'un coup un truc complètement délirant, une main livide tenant par les cheveux une tête sanglante et défigurée. Donc vous voyez ici, après, ce qui est intéressant, c'est que ce feuilleton est complètement délirant, etc., mais il n'y a aucune raison pour avoir peur comme ça. Elle ne put retenir son effroi à l'aspect d'une tapisserie sombre sur laquelle était cloué un grand Christ en ivoire. Bon, oui, il y a un Christ sur une tapisserie. Bon, ok. Vous voyez, ici, on est vraiment dans la parodie, dans l'ironie, le caractère. C'est la dérision totale, hein, clairement. Et voilà ce que j'appelle arrêter un feuilleton, c'est-à-dire sur 2 millions de lecteurs. Il n'en est pas un seul qui ne voudra savoir, etc. 2 millions de lecteurs. L'idée qui est derrière tout ça, c'est vraiment la littérature de masse, le fait que ça touche énormément de gens et que les gens veulent tous savoir pourquoi la pauvre, je ne sais plus comment elle s'appelle, est-elle gide, voilà, pourquoi est-elle gide, est-elle si terrifiée et pourquoi surtout on lui met dans sa chambre, enfin pourquoi il y a une main et une tête qui surgissent comme ça, etc. Donc alors là, vous voyez, la parodie en dit long sur la pratique de l'époque et on ne saurait finir ce petit discours sans citer Souvestre et Alain, qui étaient deux types qui travaillaient ensemble et qui ont écrit toutes les histoires de Fantomas, etc. Alors, vous avez sur Internet la balade de Fantomas qui est mise en chanson par Kurt Weill. Et donc, c'est une balade qui n'en finit pas et qui raconte successivement, c'est écrit par Robert Desnos hein, plus tard, et qui raconte successivement tout ce qu'il arrive à tous ces personnages, toutes les horreurs, etc. Alors, d'abord, comment travailler les hommes en question, les deux écrivains? Ils travaillaient par enregistrement. Ils enregistraient avec des rouleaux. Hein. À l'époque, c'était pas des radiocassettes ni Internet. Et ils écrivaient en un mois un bouquin de 300 et quelques pages à deux, en se relançant l'un l'autre sur des intrigues
et ils envoyaient le tout à une pauvre claviste qui n'a pas été, qui a été complètement oubliée de l'histoire, hein. Vous voyez la hiérarchisation des fonctions. Si tout ça existe, c'est bien parce qu'il y avait une pauvre claviste qui reprenait tout ça pour l'écrire. C'était pas relu, c'était pas, corrigé et ça partait direct à l'imprimerie et ça avait un succès fou. Alors des histoires horrifiques, des roses noires, quand on les respire, on meurt, de la peau de main de cadavre, pour faire accuser un mort, bon, des histoires pas possibles, hein, et qui étaient entièrement basées sur ce principe haletant, du feuilleton. Alors tout ça, et je conclus là-dessus, ça pose aussi le problème de l'éducation et de l'alphabétisme ou de l'inalphabétisme. En effet, on est toujours étonné de voir qu'au 19e siècle, des gens complètement analphabètes, enfin pas capables d'écrire, disons, de lire ou d'écrire, comment faisaient-ils pour connaître par cœur les mystères de Paris, qui sont vraiment le type même de l'écriture longue, les histoires de Souvestre et Alain, ou les Mille et une nuits, hein, qui avaient été éditées à l'époque. Et nous, on connaît vaguement, on connaît quoi des Mille et une nuits, une vague histoire de Simbad le marin, qui d'ailleurs, c'est même pas tout à fait les Mille et une nuits, hein. Les Mille et une nuits, c'est très ancien, et Simbad le marin, ça date du XVIe siècle. Donc, enfin, ça a été aggloméré. Mais on sait quoi des Mille et une nuits? Ah oui, Scheherazade, le sultan machin qui se balade dans sa bonne ville de Bagdad pour écouter ses concitoyens et savoir ce qu'ils pensent de lui. On a une vague idée, disons, mais il faut se dire qu'à l'époque, c'est quand même extraordinaire de penser que tout le monde connaissait tous les épisodes, les plus secrets, les plus ignorés, les plus contournés, ceux dont vous n'avez jamais vous-même entendu parler. Comment diable faisaient-elles, les cuisinières, les ouvrières, etc., pour connaître à ce point la littérature de leur temps? Eh bien, il y avait pour ça plusieurs systèmes. Alors, le feuilleton de bas de page, ou de journal, où il y avait très peu de mots, enfin très peu de mots, je veux dire que c'était pas très long à lire, donc on y arrivait. Deuxième système, les lectures dans les ateliers. Donc, une personne qui savait lire, lisait pour tout le monde, donc une transmission orale de cette littérature que nous connaissons, nous, comme littérature écrite, hein. C'est ça qui est étonnant. Et le troisième mode de diffusion, c'était le feuilleton au sens, les livraisons. C'est-à-dire, vous achetiez chaque semaine 3 ou 4 pages avec des images, puisqu'à l'époque, on pouvait enfin reproduire des gravures en noir et blanc en quantité industrielle. Les bouquins, il y avait 1800 gravures par livre, on n'avait jamais vu ça. C'est le début de la grande illustration, même si c'est en noir et blanc, c'est des gravures, hein, à l'époque. Tout ça grâce à une technique de bois debout, hein. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je ne suis pas très sûre, qui consiste à prendre le bois, non pas dans le sens du fil, hein, comme on fait quand on fait des planches, par exemple, mais dans l'autre sens, où là, c'est beaucoup plus solide. Et du coup, vous pouvez graver, 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 graver des milliers de planches avec ce système. Donc, tout ça faisait que chaque semaine, vous achetiez pour quelques sous juste un extrait, en quelque sorte, du bouquin, et du coup, vous le lisiez comme un journal. Donc, après, à la fin, vous aviez tout lu. Et même si vous ne saviez pas très bien lire, vous pouviez avoir comme ça un livre que vous faisiez relier à la fin de l'année. Il y avait des relieurs professionnels qui vous proposaient différentes formules, de la plus luxueuse, en chagrin, en cuir, en je ne sais quoi, jusqu'à la plus, comment dire, la moins chère, en carton, un simple cartonnage. Vous voyez, des reliures de diverses qualités. Ce système existe encore, hein, pensez à... et je sais qu'il y avait les éditions Atlas. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, hein, je vous parle peut-être de quelque chose de complètement dépassé. Les éditions Atlas étaient des éditions où vous pouviez acheter des morceaux séparés par exemple, des recettes de cuisine ou enfin, il y avait des thématiques, disons, je ne sais plus quoi très bien, du bricolage, diverses choses qui permettaient à la fin d'avoir toute une collection. Et là encore, il y avait des classeurs spéciaux qui étaient vendus pour mettre tous les éléments. Donc, ça permet d'acheter
très cher finalement un livre, vous voyez? Parce qu'on a payé, peut-être 1 € par semaine ou 3 € et à la fin, s'il y a 50, feuillets, enfin, vous voyez, ça c'est tout le problème, de ce genre de classeur. Je ne sais pas si c'est encore, usuel, hein, je suis plus très au courant, mais disons que ça, c'est vraiment une pratique du 19e siècle pour que les gens lisent. Donc voilà à peu près le panorama, dont je voulais vous parler pour vous dire que le roman n'est pas devenu comme ça le genre favori aujourd'hui et qu'il y a toute une histoire de la promotion du roman. Si je résume ce que j'ai dit, la promotion du roman passe par, d'une part, le développement extrêmement passionné de la forme longue, au XVIIe siècle, à travers les exemples que je vous ai donnés, Madeleine de Scudéry et Honoré d'Urfé, mais il y en a d'autres, hein, j'ai pris ces 2 exemples. Ensuite, au XIXe siècle, une promotion du roman populaire par tous les moyens, que je vous ai indiqués et c'est comme ça que, il y a une genèse du roman qui fait qu'aujourd'hui la forme roman est dominante puisque, quand on veut écrire, les gens qui décident d'écrire, c'est rarement de la poésie, enfin c'est ils veulent écrire des romans en général, hein. Je dis ça de façon statistique. Il est évident qu'il y a des personnes qui veulent écrire de la poésie, mais disons, le but est d'écrire, enfin, si vous dites: «Ah, je suis en train d'écrire, de la fiction, j'écris de la littérature», on vous dit: «Ah, c'est quoi le titre de ton roman?» Donc après on va voir, au fil du cours, comment ça s'écrit aujourd'hui ces romans, mais il était bon peut-être, de parler justement de cette jeunesse. Alors justement, maintenant, j'en arrive à ma conclusion, qui est comment je vais mener ce cours, qui est censé durer, quelques séances avant qu'on passe au TD, hein. C'est un cours TD et comment faire pour cette histoire de TD, sachant qu'on est, en situation de cours à distance? Alors vous avez compris, le premier exercice, ça va être de répondre, aux petites questions que je vous pose, il y en aura une dizaine, hein, au fil, des vidéos. Ça, c'est une chose et la deuxième chose, c'est le fameux écrit de fin d'année. Alors, évidemment, pour celles qui préfèrent, il y aura un écrit de fin d'année. Mais j'ai pensé qu'on pouvait peut-être, pour certaines, si vous le désirez, remplacer cet écrit de fin d'année par un rapport d'expérience qu'on ferait pendant les heures de cours. Alors, les heures de cours, c'est la catastrophe, c'est le mardi de 15h30 à 17h. Vous êtes en L3, il y a le confinement, il y a les problèmes de Covid, ce qui est pas les problèmes de Covid, hein, c'est le problème du fait qu'on n'est pas soigné, hein, tout le monde a bien compris. La gravité de l'épidémie, c'est le fait qu'on n'est pas soigné. Moi, je connais des gens qui sont morts faute de soins, hein, c'est ça le caractère épouvantable du Covid. Mais enfin, la situation est telle aujourd'hui qu'on se retrouve à domicile, confiné, bloqué, dans l'impossibilité de faire cours, à la fac et que moi, de toute façon, j'ai un statut de handicap, donc moi, ça ne me change pas beaucoup. Quoi qu'il arrive, je suis travailleur, en situation de handicap, donc je travaille à domicile. Donc j'ai pris une certaine habitude, disons. Pour vous, c'est nouveau, c'est compliqué. Alors j'ai pensé, peut-être pour essayer aussi de se recentrer, que si vous suivez cette UV qui parle de l'extrême contemporain, et vous inquiétez pas, on va en parler de l'extrême contemporain, peut-être on pourrait partir, moi et vous, d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que si vous préférez, plutôt qu'à la fin de l'année faire cet écrit, vous pouvez le faire, hein, cet écrit, si vous le désirez, mais plutôt que faire cet écrit, je me suis demandé si ce serait pas mieux que vous me fassiez sous forme de TD. Alors, dans les créneaux impartis ou ailleurs, si c'est impraticable, hein, parce que c'est peut-être impraticable, vous avez toujours une espèce d'emploi du temps de gamin de 12 ans, comme si vous aviez tout le temps et que vous aviez emporté votre goûter avant de partir. Enfin, vous voyez, comme si vous étiez scolarisé, n'ayant pas d'autre chose à faire dans la vie que de venir à la fac de 15h30 à 17h le mardi, par exemple. Ça m'a toujours paru complètement absurde, cette histoire d'emploi du temps. C'est délirant quand on y pense pour des adultes. Et il est tout à fait possible de s'organiser autrement. Là, il y a une certaine souplesse, hein, qui peut se faire. Donc, vous pourriez faire sous forme orale ou sous forme de vidéo, ou de podcast si vous préférez, enfin sous la forme que vous désirez, un rapport de votre propre expérience de la littérature. Si par exemple vous écrivez, vous publiez des fanfictions, vous avez essayé d'éditer, vous éditez autre chose, vous écrivez autre chose, vous avez des pratiques de blog, vous avez d'autres pratiques. Je pense que ce serait intéressant de le partager
avec ce que je n'ose appeler le groupe, mais je pense que ça intéressera tout le monde et qu'on pourra à ce moment-là faire des rendez-vous où chacune vous présentez de façon à bâton rompu, disons, votre expérience. Et je pense que ça serait très utile pour tout le monde, pour toutes les personnes du groupe qui partagent une expérience spécifique de rapport à la littérature. Et cette idée de validation finale, hein, du coup, il y aurait le petit questionnaire de 10 questions où vous pouvez tout à fait avoir 20, hein, vous voyez, c'est ça l'avantage. Ensuite, à la fin, soit l'écrit final, suivant dans les cordes, disons, soit ce système de présenter dans le créneau du mardi machin ou à un autre créneau, en accord avec vos camarades et sur le mode qui vous plaît, hein. Si vous préférez Discord, je peux essayer de me remettre à Discord. Je n'avais pas adoré, hein, mais Zoom, enfin ce qui va par rapport à vos moyens, ça on en parlera. Bon, présenter donc votre expérience de l'écriture, de la lecture, de la littérature, de tous ces domaines-là, de la préparation de copies, de correctrice, de rapport à l'objet livre, à la critique, je sais pas, à la poésie, au théâtre, etc. Enfin, essayer de parler de ça de façon un petit peu pas très structurée. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi-même. Alors, du coup, ça m'a donné une idée pour le cours, c'est de vous parler de mon propre parcours. Et ça permettra d'aborder des tas de choses. Ça permettra d'aborder le rapport à la littérature blanche, que j'ai commencé par essayer d'avoir un rapport à la littérature blanche. Ça permettra ensuite de voir comment je suis passée en littérature de l'imaginaire, quelle est la place aujourd'hui de la littérature de l'imaginaire dans l'extrême contemporain en matière de littérature, de réfléchir sur un certain parisianisme du boulevard Saint-Germain et de la rue Jacob pour l'édition de livres de littérature blanche, justement, de réfléchir sur les enjeux économiques de l'édition d'aujourd'hui, sur les pratiques contemporaines, et c'est là où un TD serait extrêmement utile, les pratiques contemporaines liées à l'utilisation de Wattpad, des différents, bon, de l'auto-édition, le rapport à Amazon, enfin, tous ces éléments-là. Donc, je pense que ce serait bien d'être dans une logique de rapport d'expérience, parce que c'est comme ça que ça permettra d'aborder des tas d'aspects de façon pratique et de façon concrète de cette littérature contemporaine et du rapport qu'on peut avoir à cela, et des différences qui existent entre les différents circuits et de la pratique, disons qu'on en a. Alors évidemment, on aurait pu aborder la question via des textes critiques, mais les problématiques critiques m'ennuient un peu. Bon, par exemple, actuellement, il est question de savoir où on range sa bibliothèque de l'imaginaire. Enfin, c'est toujours penser, classer, la réflexion sur la littérature. Personnellement, ça m'ennuie énormément. Et du coup, je ne ferai pas ça parce que ça me rase sévère, honnêtement. C'est-à-dire me demander où je mets ma bibliothèque de littérature de l'imaginaire par rapport à ma bibliothèque de littérature classique. Bon, oui, d'accord. Pendant très longtemps, on s'est posé la question de Tolkien. Vous savez, où ranger Tolkien? C'était toute l'histoire. Alors en Angleterre, il y a un panneau Tolkien, enfin, dans les librairies, il y a des genres hein, classés. Alors la science-fiction, le fantasy, machin, et, je sais pas moi, imaginaire, littérature anglaise, littérature nord-américaine, suédoise, blablabla, policier, blabla, bon, manga, tout est classé. Et il y a un rayon Tolkien. Alors c'est toujours amusant de voir comment dans les différents pays on range les choses, hein, je suis d'accord, mais je pense qu'on est là plus pour vivre la littérature que pour la ranger ou pour élaborer des théories narratologiques sur elle. Donc, n'attendez pas cela de ce cours. Si vous êtes inscrite pour ça, comme ça, vous êtes prévenu que ce n'est pas ça du tout qu'on va faire. Et donc, voilà, j'annonce la couleur. On va partir de notre expérience personnelle. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et on va continuer ensuite, après cette brève introduction, disons, sur la façon dont le roman populaire est devenu le genre majeur, mais également le roman moins populaire. Enfin, vous voyez, le roman de littérature blanche, considéré comme plus noble, plus prestigieux, et puis de fait mieux payé. On va peut-être aussi voir des choses un peu
de ce genre-là, on va regarder un petit peu les réalités économiques, disons, voilà, par rapport à une expérience. Donc tout ça, ça permet peut-être d'aborder un panorama de littérature contemporaine qui pourrait être un panorama pratique lié à notre expérience. Voilà, merci beaucoup.